Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 1995. Chúng ta ở tại Xóm Hạ trong khóa tu mùa đông. Thứ năm tuần rồi chúng ta sẽ chuyển hóa được thiền hành như là một cái phương pháp thực tập để La marche méditative, c'est une pratique qui nous aide à nous arrêter. mỗi người tại khóa tu đều Chaque participant de la retraite doit bien maîtriser la pratique de la marche méditative et la pratiquer quotidiennement. và sự thực tập của mình Notre pratique rất là liên quan đến sự thực tập của est mình. liée étroitement à celle des Tại autres. vì khi mà khác thấy mình Tout simplement parce que quand les autres nous voient pratiquer la marche méditative dans la solidité, dans la liberté, cela les inspire, les rappelle à pratiquer de la même manière. hoàn cảnh cho Donc chaque personne contribue à créer l'environnement des autres, en fait, l'environnement pour la pratique des autres. chúng ta có đức tin và nếu Nous chúng ta avons la thực tập foi thiền hành que si nous pratiquons bien la marche méditative, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được nous arriverons à transformer les souffrances de notre corps et de notre esprit. và vì vậy cho nên giờ chúng ta có được ở 7 ngày. Donc c'est pour cette raison que même si on ne reste ici au village seulement pour 7 jours ou quelques jours, on doit bien saisir cette occasion pour pratiquer la marche méditative pour que au retour à domicile, on peut continuer à maintenir cette pratique dans notre vie quotidienne. Trong mỗi cái động tác của đời sống hàng ngày, Dans chaque geste de notre vie quotidienne, nous pouvons pratiquer la pleine conscience. thiền tập ở làng hành La méditation au village des Bruniers ne se fait pas uniquement dans les salles de méditation, mais aussi dans la cuisine, au jardin, dans les salles de bain, dans les toilettes, à tout moment. En fait, ça se pratique à tout moment et partout. khi chúng ta đánh răng Quand nous brossons nos dents, toàn học, chúng ta phải thực tập chánh niệm trong cái đánh răng nous devons pratiquer la pleine conscience và thực tập đánh răng như thế nào mà et on doit trong cuốn răng pratiquer d'une manière que chúng ta thấy răng nó sạch, pendant qu'on brosse les dents, nos dents sont bien nettoyées et notre esprit aussi bien purifié. và chúng ta có hạnh phúc ngay trong cái đánh răng. Et on peut obtenir beaucoup de bonheur en brossant nos dents. On ne brosse pas les dents rapides pour pouvoir aller faire la méditation assise, pour aller se coucher. Avoir une brosse à dents, avoir de la pâte dentifrice, avoir de l'eau và nước chảy ra. coulant du robinet, avoir le temps pour brosser nos dents, ce sont des conditions pour le bonheur. Donc c'est pour ça qu'on brosse nos dents, on doit faire en sorte que le bonheur devienne vrai. Nó đang là hạnh phúc. On doit être conscient de chaque geste, chaque mouvement de notre main et que ça nous offre du bonheur. Une fois, quand Thầy brosse ses dents, Thầy a vu que mình còn có răng để mà đánh. Thầy a encore des dents à Tại một brosser. ngày nào đó mình sẽ Parce không qu'un còn jour, Thầy n'aura plus aucune dent.
Et donc c'est pour ça, pendant le temps du brossage, Thầy avait beaucoup de bonheur. Thầy a pu sentir vraiment le contact entre la brosse à dents et ses dents. Et ça lui a donné beaucoup de joie. Les jeunes frères et jeunes sœurs comme frère Pháp Cảnh ou sœur Thuận Nghiêm, Sư Định Nghiêm, peut-être vous ne pourrez pas croire qu'un jour vous serez une personne âgée et édentée. Et peut-être vous pensez que ça arrive aux autres, mais jamais à vous-même. Mais en réalité, c'est de la vérité. Ça arrive à tout le monde. Un jour, je serai édentée. Je suis de nature à être édentée un jour. Thầy a de moins en moins de dents et elles sont de plus en plus faibles. C'est donc Thầy est sur la voie de ne plus avoir de dents. Donc c'est pour ça, en brossant ses dents, en prenant conscience du contact entre la brosse à dents et ses dents, Thầy a beaucoup de bonheur. Thầy peut encore manger du pain croustillant ou du riz grillé au fond de la casserole. Si quand on brosse le dent, ça nous donne beaucoup de bonheur, on ne doit pas se presser pour brosser les dents pour aller faire autre chose. Quand on ramène la lumière de la pleine conscience dans chaque chose qu'on fait pendant la journée, ça peut nous donner beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Balayer la maison, nettoyer les toilettes, laver nos linges, ce sont tous des occasions pour nous offrir de la joie et du bonheur. Et quand on est bien établi dans la pleine conscience, ça renforce la concentration et ça renforce le bonheur en nous. On est enveloppé par l'énergie du Bouddha. Et cette énergie rayonne, irradie autour de nous. Et les autres frères et sœurs peuvent en bénéficier. Ça les aide beaucoup. Dans le bouddhisme, nous parlons de sorte de rétribution. La rétribution, les fruits de nos actes dans le passé. Il y a deux sortes de rétribution, c'est Chánh Báo et Y Báo. Chánh Báo, c'est-à-dire c'est notre corps et notre esprit. Et Y Báo, c'est notre environnement, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Thầy est en train d'écrire le mot Chánh Báo et le deuxième mot c'est Y Báo, les deux catégories de rétribution. Báo, ça veut dire la rétribution. Quand on sème une graine de fleur de tournesol, plus tard dans le futur, on obtiendra les fleurs de tournesol et pas d'autres fleurs. C'est-à-dire, c'est le résultat de nos actes, de nos paroles, de nos pensées dans le passé. En fonction de ce que nous avons pensé, parlé et agir dans le passé, qu'aujourd'hui, on aura ce corps, cet esprit, et on aura cet environnement dans lequel on vit. Notre corps et notre esprit, c'est le Chánh Báo et l'environnement
qui nous enveloppe, dans lequel on vit, c'est Y Bao. Và mình cứ tưởng rằng Et cái hoàn cảnh này, ne pensez pas que cet environnement est en dehors de nous, cái hoàn cảnh này à l'extérieur de nous. Cet environnement lui-même est aussi le fruit de nos actes. cả hai đều là retribution hết. Cho nên cái này là mình Ça fait partie de notre rétribution aussi. Chánh Bao est nous et Y Bao est aussi nous-mêmes. cái làm ăn này là cái mà quý vị đã tạo ra Ce village trong quá trình des Pougners, c'est ce que vous avez créé dans le passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes ici. nó làm thành C'est pour ra ça cái qu'aujourd'hui, il est là. Il est là, il devient l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous venez pratiquer. thì ngày hôm nay C'est le résultat des graines que vous avez semées dans le passé. không có bao bọc được bao bọc mọi cái hoàn cảnh Sans ces graines semées dans le passé, vous ne pourrez pas vous asseoir ici au village des Pougners aujourd'hui. thành ra do con người, do cái hành động trong quá khứ của mình đã tạo ra Donc nos actes, nos paroles, nos pensées dans le passé a créé notre Chánh Bao et notre Y và cả Bao hai aujourd'hui. đều của mình cả. Et les deux sont nous-mêmes. Et on a le droit c'est de notre devoir d'améliorer la qualité de ces deux rétributions, Chánh Bao et Y Bao. Mình nâng cao chất lượng của On a le devoir d'améliorer la qualité de notre corps, c'est-à-dire de notre santé, của tâm et aussi la qualité de notre esprit, nhẹ nhàng pour que ce soit plus paisible, plus solide, plus calme. cái chất lượng Et on doit aussi améliorer la qualité de notre environnement, để nó thuận lợi hơn. l'environnement dans lequel nous vivons, pour que ça devienne plus favorable à notre pratique. Là chánh báo, Donc on est Chánh Bao, nhưng mà giữa cái Mais chánh báo với cái y báo on nó est có aussi cái sự Y liên Bao, hệ mật parce thiết. que le lien entre Chánh Bao et Y Bao est très étroit. Cái mình gọi là cái ngã Ce qu'on appelle le soi nó dính líu tới est cái très cái mình lié, tưởng là khi ngã est très lié cái au xa non-soi, à ce qu'on pense que c'est le non-soi. En fait, nó thật ra nó là một. le soi et le non-soi Là một. Chúng ta không có thể chia ra sont indissociables. giữa cái ta và cái không ta. On ne peut pas diviser les limites entre le soi et le non-soi, ainsi que les limites entre le Chánh Bao et le Y Bao, Cái ta entre nous-mêmes et notre environnement. C'est indissociable. ví dụ ở đây có một người khác Par exemple, là, on voit qu'il y a une autre personne qui partage notre người environnement. khác này cũng chia sẻ Cette cùng cái y personne bảo với chúng ta. a le même Y Bao avec nous, parce qu'il vit dans notre même environnement. Donc, Và ta trở nên một cái thành phần et của y nous, bảo của mình. on devient un élément de son Còn nó tăng environnement. của chánh báo của ta. Donc on est notre Chánh Bao, mais on est aussi Y Bao des autres, de nos frères, de nos sœurs. Par exemple, Vì vậy cho nên cái phẩm chất tu học của ta c'est pour ça la qualité de notre pratique est très liée cái phẩm chất tu à học celle của người de xưa nos frères, từ xưa này. de nos sœurs. Khi mà mình nhìn cái hoạt động này, khi mình Quand on thấy voit là ce không có schéma, ranh giới giữa on chánh peut báo và y bảo. voir qu'il n'y a pas de frontière entre Chánh Bao et Y Bao. On est Chánh Bao, mais on est aussi Y Bao de l'autre. Một cái anh mình vừa chánh báo, Et nhưng l'autre mà có a là son propre nhưng mà Chánh cũng Bao, là y mais bảo. il est aussi Cũng như notre Y vậy, Bao. vậy cho nên xây dựng cho mình, xây Donc, dựng cho người c'est-à-dire cha của que- mình cũng là xây dựng cho cái y bảo của cả hai. It's French. Donc c'est-à-dire que quand on pratique non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Vậy thì
vào một cái giây phút nào đó mà ta có cảm tưởng là cái y bão này À un moment donné, on a l'impression que cet environnement, ce Ibao, ne nous convient pas et on veut aller chercher un autre environnement, un autre Ibao. nó luôn luôn đi theo cái chánh đạo. Donc il ne faut pas oublier que Ibao va toujours de pair avec Chánh Bao. Ils sont toujours ensemble, ils vont toujours ensemble. Où on va, notre environnement va avec nous. C'est inévitable Và cái y bão là một phần parce que Ibao fait partie de notre rétribution. đi đâu chúng ta cũng sẽ gặp những cái điều kiện Où on va, on rencontrera des conditions semblables. và tìm cách chuyển Donc, hóa cái y c'est-à-dire, bão của mình. le seul moyen, c'est de transformer notre Chánh Bao, c'est-à-dire transformer les difficultés de notre corps, de notre esprit, pour pouvoir créer un meilleur I-Bao. Ne pensez à chercher ailleurs. Ngày hôm nay trong thời đại chúng ta De nos jours, chúng ta nói rất nhiều tới cái nous parlons beaucoup cái sinh môn. de l'écologie, de notre environnement, Rõ ràng rằng cái sinh môn, cái hoàn cảnh nó ảnh hưởng parce que nous savons bien que cela en a un impact direct sur notre bonheur, thân tâm, tức là cái chánh bảo. sur notre corps, notre esprit, c'est-à-dire notre Chánh Bao. Người kiến trúc sư vẽ ra một cái nhà, Un vẽ architecte, ra một cái kiểu nhà, quand il fait quand il veut créer une maison, quand il veut faire un plan d'une maison, il doit avoir des connaissances non seulement sur le domaine d'architecture, mais aussi sur le domaine des êtres humains. Il doit avoir des connaissances sur le corps et l'esprit des êtres humains pour que plus tard, quand il vit dans cette maison, il se sent bien. Des fois, ça nous arrive de rentrer dans une maison et de se sentir étouffé parce qu'on voit du béton, des blocs de béton partout et on ne se sent pas heureux. Et on sait qu'on ne sera pas heureux si on vit dans cette maison. Và vì vậy cho nên kiến trúc sư phải thấu được cái nhu yếu của Un architecte doit bien connaître les besoins en termes de physique, de mental, de psychologique des personnes pour pouvoir créer un plan de maison qui correspond aux besoins de la personne et que plus tard, les personnes qui y vivent peuvent se sentir bien. chuyên môn thiết lập về y bảo. Donc on peut dire que les architectes, ce sont les personnes qui créent I-Bao pour nous. Chúng ta biết rằng trong mỗi thành phố, Comme nous le savons, dans chaque ville, notamment les grandes villes, il doit y avoir toujours un parc, au moins un parc. như là New York City, Par exemple, à New York, nous avons le Central Park, le parc central de la ville. nhà thiết kế đô thị Si nous sommes
un urbaniste, chắc chắn là chúng ta phải để một công viên vào trong một thành phố. nous devons obligatoirement prévoir un parc dans chaque ville Thì dân trong thành phố đó sẽ tốt, parce que ça crée beaucoup de bonheur aux citadins. không những đứng ở phương diện cơ thể mà đứng ở phương diện tâm hồn. Sans les parcs comme ça, les citadins vont se sentir très mal, Thì chúng ta sẽ pas tốt. seulement en termes physiques mais aussi en termes mental, psychologiques. Rồi có những cái lúc mà chúng ta không có đi vào trong công viên được thì chúng ta ngột thở, chúng ta tiếc. Des fois, ça nous arrive de devoir faire des promenades dans les parcs, sinon ça devient très difficile. Và tâm ý, tâm nhu yếu, tâm thần. Và Donc cái les tốt urbanistes qui participent à l'aménagement du territoire doivent avoir des connaissances sur la psychologie, rồi sur, tới những cái nhà sur chuyên les besoins psychologiques, mentaux, physiques des personnes. giao thông như thế nào để cho cái sự liên hệ giữa những cái đô thị. En ce qui concerne la voirie, c'est pareil. Les urbanistes doivent prévoir les réseaux de transport, les réseaux des voiries pour que les citadins puissent sortir de la ville facilement pour se rendre à la campagne, pour se ressourcer. Và những con đường ở thành phố Paris đi ra ngoại ô. Vous voyez, en fin de semaine, à Paris, à Paris ou dans d'autres grandes villes, sur les axes de transport vers la campagne, il y a toujours plein de monde. Parce que c'est un besoin des citadins d'aller à la campagne pour avoir plus de l'air fraîche, pour respirer. Và cái lề lối chúng ta tổ chức cái y báo của chúng ta. Donc le Chánh Báo dépend beaucoup de la manière dont nous organisons notre y-báo, notre environnement de vie. Và những nhà kiến trúc sơ kia, những cái nhà chuyên môn thiết kế đô thị, những cái người có phận sự Les architectes, les urbanistes, les responsables de l'aménagement du territoire, ils doivent toujours prendre en compte des besoins, des vrais besoins des personnes. En tant qu'être humain, nous avons des besoins particuliers, des besoins véritables. Thầy dit des besoins véritables parce qu'il y a d'autres besoins qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas des besoins véritables, ce sont plutôt des désirs. Ces deux choses-là sont bien différentes. Chacun d'entre nous a des besoins véritables. Et on doit identifier ces besoins véritables. Si on peut les identifier, c'est plus facile pour nous d'avoir du bonheur parce qu'on connaît nos vrais besoins et on peut y répondre. Par contre, dans notre vie quotidienne, il y a peu de personnes qui arrivent à bien voir leurs vrais besoins véritables. Ils confondent entre les vrais besoins avec les désirs, en fait. Les désirs sont très différents de nos besoins véritables, qui sont nécessaires à notre bonheur, à notre vrai bonheur. Tức là
những cái nhu yếu không có đích thực của chúng ta. Un vrai architecte, un vrai urbaniste doit faire en sorte de pouvoir bien répondre aux vrais besoins des personnes et non à leurs désirs. Ví dụ như bây giờ người ta nghĩ tới cái chuyện là khi mà chủ nhà về, Par exemple, maintenant, si vous êtes propriétaire, vous partez quelque part et quand vous retournez à la maison, il est tout simplement dire « Ah, je suis le propriétaire de cette maison » et donc la porte va s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de chercher la clé. Il suffit de dire « C'est moi, je suis le propriétaire ». Donc la porte va s'ouvrir. La porte peut reconnaître votre voix et elle ouvre la porte, elle s'ouvre pour vous. Là, de nos jours, on a tendance à aller dans cette direction, à chercher le confort. On ne prépare plus le café par nous-mêmes, il y a la machine à café, on ne lave plus nos linges, il y a la machine à laver, la machine à sécher, on peut programmer l'heure à l'avance et à telle ou telle heure, on a déjà le café tout prêt. Là maintenant, de nos jours, on pense que ce sont nos besoins. Alors qu'autrefois, on n'a pas de machine à laver. On ramène nos linges au bord de la rivière pour laver nos linges. Et toujours les jeunes femmes qui s'assoient au bord de la rivière pour laver les vêtements. Et il y a d'autres jeunes femmes aussi, elles s'amusent entre eux et c'est très joyeux, c'est très beau. Mais maintenant, maintenant ça se fait plus. On a tendance, de nos jours, on a tendance à chercher le confort. Thầy est en train de décrire le mot confort. Et des fois, on va trop loin. Il y a bien des petits garçons qui mangent du bœuf tous les jours à la cantine, mais qui n'a jamais eu l'occasion de voir un vrai bœuf ou une vraie vache. Ou bien il y a des petites filles aussi qui mangent du poisson et qui pensent que les poissons ont la forme carrée, parce que c'est ce qu'elles voient dans ces assiettes. Ou bien avoir du lait devant la porte de la maison chaque jour, avoir du lait frais avant la porte de la maison chaque jour, c'est quelque chose de très évident pour les garçons et pour les filles, alors que c'est pas si évident que ça. Donc, dans notre vie quotidienne, nous devons le plus souvent possible utiliser la pleine conscience pour pouvoir identifier nos vrais besoins et bien distinguer nos vrais besoins et nos désirs. Les désirs ne sont pas nos besoins. Ce n'est pas vraiment nécessaire pour notre bonheur. Actuellement, l'industrie de la publicité a provoqué en nous les idées de nos besoins, les idées de ce qu'on appelle nos besoins. Mais en réalité, ce sont des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Quand ils font de la publicité, ils mentent beaucoup.
Ils savent que ce n'est pas de la vérité, mais ils continuent à le dire parce que leur objectif, c'est de vendre. ท่านอยู่พระตูก็คือถอยเลย Il y a un retraitant qui a participé à la retraite avant de recevoir les 5 entraînements à la pleine conscience. Il est venu partager avec Thaï. Il a dit que Thaï, il m'est très difficile de recevoir le quatrième entraînement parce que je dis pas dans mon travail, je ne dis pas la vérité. Si je dis la vérité, je perds mon travail parce que mon travail, c'est de vendre. Je suis un vendeur. Si je dis la vérité sur la qualité des marchandises que je vends, personne ne les achète. Donc, je ne le dis pas. Khi mà người ta sử dụng cái món hàng của con bạn, nếu mà con nói sự thật ra thì ông chủ Je ne le dis pas. Si je le dis, je perds mon travail. Khi có một nhà quảng cáo máy truyền hình, Il y a une publicité pour les téléviseurs et les ordinateurs. Cette publicité dit que nous rapprochons les gens. Ça allait très intéressant. Grâce aux ordinateurs, grâce aux téléviseurs, on est plus proche des autres. On se rapproche. Mais si on le voit en plus en profondeur, on trouve que ce n'est pas vrai. C'est bien le contraire. Ça n'aide pas les gens à se rapprocher. Non. C'est pas vrai. Par exemple, prenons en exemple le père et l'enfant à la fin de la journée, quand il rentre à la maison, il allume la télévision. Donc, toute la journée, ils ne se parlent pas, du tout. Et là, il reste un peu de temps avant d'aller se coucher. Il allume la télévision et donc chacun dans leur programme de télévision. Est-ce que vous pensez que ça les rapproche? Non, c'est bien le contraire. De nos jours, on reçoit beaucoup d'informations. Les informations sont très abondantes. Chaque heure, il y a une édition d'information, ou même tous les 15 minutes, nous avons une édition d'information. En France, nous avons la radio qui s'appelle RFI. On peut s'asseoir là, écouter les informations toute la journée, et on est au courant de beaucoup de choses, mais on n'est pas plus proche des autres. Chúng ta phải làm như trâu, làm việc như trâu như ngựa để có tiền mà thỏa mãn. On doit travailler beaucoup pour avoir suffisamment d'argent pour acheter des choses, pour répondre à des besoins qu'on pense que c'est nécessaire, mais en fait, ce n'est pas nécessaire du tout. Ce sont des désirs uniquement. Người ta tạo cho chúng ta những cái ý niệm về hạnh phúc. Il crée en nous des idées de bonheur, des idées de nos besoins, et ça voile nos yeux. On n'arrive pas à identifier nos vrais besoins. Donc, en tant que pratiquant, il faut pas oublier à utiliser la pleine conscience pour voir que notre bonheur vient du fait que nous pouvons répondre à nos vrais besoins, et non à nos désirs. Quand on peut répondre à nos vrais besoins, on obtiendra le bonheur. L'environnement dans lequel nous pratiquons
nous devrions savoir comment reconnaître quelles sont les conditions qui sont bonnes pour notre vie spirituelle, pour notre corps et notre esprit. Et ainsi, nous ferons de notre mieux pour satisfaire les besoins de notre vie spirituelle. Dans un centre de pratique, nous voulons aussi avoir du confort. Qui ne veut pas avoir de confort? Mais de quelle sorte de confort parlons-nous? Qu'est-ce qui est un vrai confort? Est-ce que pour un pratiquant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une porte qui s'ouvre à la commande vocale? Est-ce qu'on a besoin d'une brosse à dents électrique? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un couteau électrique pour couper les carottes? Alors il faut s'éveiller. Nous ne regardons pas les autres en se disant « Oh, il a quelque chose et si je n'ai pas la même chose, je vais souffrir ». Je pense que la plus grande souffrance des autres, c'est de se comparer et de voir que si on n'a pas ce que les autres ont, on va être malheureux. Mais en fait, c'est pas vrai. Peut-être que si ils ont ces choses, ils sont heureux. Et ce n'est pas parce que nous, on les aura qu'on sera plus heureux. Il y a quelques années, au village des Pruniers, au hameau du Bas et au hameau du Haut, quand on marchait d'un bâtiment à un autre, nos chaussures étaient pleines de boue. Partout où vous alliez, il y avait de la boue. Et je me souviens, il y a un pratiquant qui est venu des États-Unis et qui est resté 3 mois avec nous. Et avant de partir du village des Pruniers, il a pris quelque chose avec lui. Et c'était un peu de boue. Et c'était son souvenir. Et il n'y avait... Parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de boue aux États-Unis, il y a du béton partout. Et toutes les routes sont bitumées. Maintenant, au village des Pruniers, on a mis des pierres sur certains des chemins. Dans notre hameau, heureusement, on a encore quelques chemins qui sont très beaux et c'est très bien comme ça. Parce que si nous ne marchons pas sur des chemins boueux, comment est-ce qu'on pourrait être heureux? Comment pourrait-on être heureux de marcher sur un chemin bitumé? Alors je pense qu'au village des Pruniers, il ne faudrait pas mettre du béton partout, du bitume partout. Parce que ce serait un confort pour nous. Et nous ne devrions pas avoir un confort maximal parce qu'alors on perdrait le souvenir des choses inconfortables, la conscience des choses qui ne sont pas confortables. Et nous ne... Vous savez, il y a des temples, quand vous entrez, et il y a du ciment partout. C'est tellement propre qu'on ne peut même pas trouver un brin d'herbe. Et j'espère qu'au village des Pruniers, on ne sera jamais dans cette situation où après la porte d'entrée, il y a du béton et du ciment partout. Nous espérons que avoir un radiateur dans chaque chambre et le chauffage central. Peut-être qu'un jour, nos poêles à bois ne seront plus là et qu'on n'aura plus besoin de scier le bois et d'allumer le feu. Et alors on va oublier le bonheur que c'est d'avoir une chambre chauffée. Parce que quand vous entrez dans une pièce froide et vous allumez le feu pour que la chambre se réchauffe, c'est un bonheur. Mais si vous entrez dans une chambre avec le chauffage central et où il fait déjà chaud, vous allez oublier ce bonheur. Au village des Pruniers, vous avez l'impression que, peut-être c'est une perception, mais
On a l'impression qu'au village d'Ephraïm, il n'y a pas assez de confort. Mais à la lumière de notre contemplation, on devrait se demander, est-ce qu'il faut vraiment se séparer des choses qui ne sont pas confortables, et est-ce qu'au contraire on devrait chercher le confort? En fait, la réponse est très claire. Il faut garder des choses qui ne sont pas confortables. Si on se débarrasse de l'inconfort, on va aussi se débarrasser de notre bonheur. En général, on a l'habitude de comparer et de se plaindre quand quelqu'un a des conditions que nous n'avons pas. Et ainsi, on commence à s'agiter, on devient jaloux, envieux, et nous perdons notre bonheur. Mais nous devons nous souvenir d'une chose. Quand nous sommes dans le même environnement, le Ibao, nous devons contempler pour voir si nos réels besoins sont satisfaits dans cet environnement. Ne pensez pas au confort ou au désir d'avoir ce que les autres ont. Est-ce que nous avons le confort que quelqu'un d'autre a? Non, ne pensez pas à ça. Au village des Pruniers, on a de l'air frais au hameau du bas et au hameau du haut. Et on a de très beaux chemins de méditation marchés dans ces deux hameaux. Et ce sont des facilités, des choses qui satisfont nos besoins réels. Et les autres ont les mêmes conditions, le même air. L'air que cette personne respire a les mêmes qualités que l'air que nous respirons. Le chemin sur lequel on marche, pour la méditation marcher, a les mêmes qualités que celui sur lequel cette personne marche aussi. Cette personne a du temps pour participer à la méditation marcher le matin, pour pratiquer la marche lente. Et nous avons aussi du temps pour faire ça. Nous sommes égaux à ce sujet. Cette personne, toutes les semaines, on peut écouter 2 enseignements et peut participer à 2 discussions sur le Dharma. Et nous avons exactement les mêmes possibilités. Cette personne a la chance de pratiquer la méditation marcher avec la Sangha 1 fois par jour. Et nous avons la même chose. Alors, en résumé, si on allume la lampe de la pleine conscience, nous allons voir que notre environnement contient les conditions nécessaires pour satisfaire nos vrais besoins. Et les autres choses ne sont pas importantes. Tout cela ne dépend que de notre façon de voir les choses. Par exemple, la méditation marchée ou la méditation assise, c'est notre nourriture quotidienne. Et si nous le regardons comme une obligation ou un devoir, alors la méditation assise ou la méditation marchée deviennent désagréables. Et se laver les dents
Est-ce que c'est un devoir ou une opportunité? Ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont vous regardez les choses, dont vous voyez les choses. Il y a une jeune sœur qui est une sœur plus âgée qui travaille pour le programme des enfants affamés. Donc cette sœur travaille avec une autre et la sœur aînée lui dit oh, tu travailles vraiment dur, laisse-moi t'aider pour que tu puisses participer à la méditation assise, la méditation marchée. N'utilise pas tout ton temps, prends pas tout ton temps pour travailler pour les enfants affamés. C'est parce que ainsi tu vas réduire ta pratique. Mais l'autre sœur a dit oh, la méditation assise et la méditation marchée, c'est ma nourriture, ça fait partie de ma vie quotidienne. Comment est-ce que je pourrais m'en passer? Et quand l'autre sœur a entendu ça, ça lui a réchauffé le cœur parce que sa sœur s'était rendue compte que ça faisait partie de sa vie en tant que nourriture et qu'elle ne pouvait pas se passer de cette nourriture. Et quand Taï a entendu ça, et quand les frères et sœurs aînés ont entendu ça, ça leur a vraiment réchauffé le cœur. Parce que ça dépend vraiment de notre façon de voir les choses, de nos perceptions. Et il y en a une autre qui passe du temps à éditer les enseignements de Taï, les enseignements des 15 dernières années, de façon à ce qu'on puisse les classer selon les différentes retraites. Qui a mis de l'ordre dans les enseignements. Et elle a travaillé de 8h30 du matin à 6h du soir sans faire de pause. Et Taï lui a dit pourquoi est-ce que tu travailles si dur du matin au soir? Et elle a dit cher Taï, quand j'étais au parc des Sœurs, j'ai vu que c'est vraiment un trésor. Il y a beaucoup de joyaux ici. Sœur Douanim a écouté toute la série des enseignements sur le Nikaya et après elle est devenue moniale. Donc, quand je vivais au parc des Sœurs, à Deer Park, je n'avais pas accès à ces enseignements. Et en arrivant au village Prunier, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance. Et quand je m'occupe de ces enseignements, quand je les édite, je me rends compte que c'est vraiment un joyau. Et c'est ainsi qu'elle voyait les choses. Et du coup, elle ne se sentait pas fatiguée. Et c'est la même chose avec votre environnement. L'environnement, que votre environnement soit beau ou non, qu'il soit adapté à vous ou non, ça dépend très largement de la façon dont vous le regardez. Ça dépend largement de vos perceptions sur votre propre environnement. Quand vous avez une perception, si vous avez l'esprit ouvert, une vision profonde, vous pouvez voir les choses dans votre environnement qui peuvent satisfaire vos réels besoins. Et ainsi, vous allez vous sentir heureux et en sécurité dans cet environnement, dans cette situation. Et ensemble, vous allez construire et développer cet environnement et en faire quelque chose de plus beau. Ne pensez pas que quand vous quittez un environnement pour un autre, vous allez pouvoir être plus heureux. Il faut penser un peu plus sérieusement à ça. Quand nous dessinons le dessin de Chanbao au milieu et du Ibao autour de l'environnement, c'est juste une façon de dessiner, ça ne reflète pas véritablement la réalité, parce que l'environnement dépend beaucoup de la façon dont nous le regardons. C'est pour ça que notre
en fait, notre esprit recouvre l'ensemble. Moi, je suis au milieu. Est-ce que c'est au milieu ou à l'extérieur, le moi? Donc nous sommes là au milieu, mais nous sommes aussi à l'extérieur. Nous formons nos propres perceptions qui créent notre environnement. Et notre perception peut améliorer la qualité de l'environnement en coopération avec d'autres personnes. Donc cet environnement, est-ce qu'il est à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous? C'est une autre question. C'est la vraie question. C'est comme une maison. Il y a une télévision à l'intérieur de la maison. Et en général, on dit que la maison contient la télévision. Mais en réalité, cette télévision recouvre toute la maison. Pourquoi? Parce que la télévision, c'est l'environnement. Elle rend la maison très bruyante. Et elle n'aide pas les gens qui vivent dans la maison à revenir à eux-mêmes. Parce que la télévision nous tire à l'extérieur de nous-mêmes. La télévision recouvre toute la maison. L'enveloppe. Les gens à l'intérieur de la maison doivent supporter la télévision. Donc la télévision est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Au début, vous croyez que la maison contient la télévision, mais si vous regardez plus profondément, vous allez voir que la télévision contient la maison. Et cette télévision on peut la considérer comme le cheval de Troie. Le cheval de la cité de Troie. Qui devient un espion. Et c'est en raison de ce cheval que le Troie a été perdu. On pensait que quand on a le cheval, là, on obtient quelque chose, mais c'est bien le contraire. On a perdu la cité due à ce cheval. Dans l'histoire, il y a un royaume qui s'appelle Việt. Et le roi de ce royaume s'appelle Câu Tiễn. Et à côté de ce royaume, il y a un autre royaume qui est beaucoup plus grand, plus puissant, qui s'appelle le royaume Ngô. Et dans le petit royaume, il y a une belle qui s'appelle Tây Thi. Et le roi de Việt a offert cette belle au roi du royaume Ngô. Ses sourires, ses pleurs sont très puissants de cette belle. Et le roi du royaume Việt a offert cette belle Tây Thi au royaume Ngô. Et c'est grâce à cette belle femme que le royaume Việt, le petit royaume Việt, a pu
a pu détruire ce grand royaume qui est le royaume du Ngô. Quand on achète une télévision dans la maison, on pensait qu'on offre de bonnes conditions, on offre du bonheur, de la joie à nos enfants. Mais faites attention, c'est peut-être bien le contraire. Parce que cette même télévision peut amener avec elle toutes les forces destructeurs de l'extérieur. Parce que ça crée en nous les désirs. On délaisse derrière nous nos réels besoins pour courir auprès de nos désirs, auprès de nos illusions. La maman, le papa et les enfants courent derrière quelque chose en pensant que c'est leur vrai bonheur, mais c'est pas du tout vrai. Donc comment ils osent faire une publicité disant que les télévisions rapprochent les gens. En réalité, les télévisions font le contraire. Si on a des télévisions, mais on le sait vraiment pour écouter les enseignements, dans ce cas-là, c'est bon, ça va. On est protégé par la pleine conscience. Non, on demande à cette télévision de pratiquer avec nous. On ne fait qu'écouter les enseignements du Dharma. Donc, vous voyez, la télévision est à l'intérieur de la maison, mais elle est aussi à l'extérieur de la maison parce qu'elle contribue grandement à créer notre environnement. Donc, on se sent bien, on est heureux ou pas heureux, ça dépend grandement à notre perception sur notre environnement. Nos amis allemands viennent de finir l'impression du livre, en fait, le livre Chant Luke, en fait, de la pratique quotidienne. En allemand, c'est grâce beaucoup à ce Tinduk. Dans ce livre, nous avons de la pratique quotidienne du matin et du soir. Confucian, c'est la pratique du matin. Et on ouvre cette pratique du matin avec la guitare, le chant du matin. C'est le chant du matin. Le code du Dharma rayonne la lumière du matin. Enfin, le chant du matin. Ensuite, c'est la méditation assise, suivie par la méditation marchée lente, et puis l'ouverture du sutra, les sutras, et dernièrement c'est la clôture, l'offrant des bénéfices de la pratique. Là, ce sont les pratiques du matin. Et à côté, ce sont les pratiques du soir. On commence aussi avec le chant du soir, suivi par la méditation assise, la marche lente, la méditation assise à nouveau, et puis les 3 touchés de la terre. On finit par les 3 touchés de la terre. Là, pour nos pratiques en allemand, ce sont les activités de la pratique du soir. Les 3 touchés de la terre contribuent
à la construction, au développement d'une sanghas, à contribuer à créer notre environnement qui nous rend plus heureux. Selon notre expérience, si on pratique les 3 touchés de la terre pendant 3 mois, ça aide vraiment à transformer ou à améliorer notre chánh báo et notre y báo. Les 3 touchés de la terre sont symbolisés par une croix, comme ça, entourée par un cercle. Ça ressemble un peu aux croix de nos amis catholiques. Ça commence par un trait tout droit à la verticale et ensuite un trait à l'horizontale. Ça ressemble un peu à la pratique de nos amis catholiques. Au nom du Père, du Père, de l'enfant et des saints. Thầy souhaite vraiment que pendant cette retraite d'hiver, nous pratiquons les 3 touchés de la terre chaque soir. Et nous verrons qu'après cette retraite, ou même avant la fin de cette retraite, nous obtiendrons plus de bonheur et de joie. Quand nous pratiquons les touchés de la terre, concernant le premier toucher, on devra voir nos ancêtres. Nous avons le texte en allemand, en vietnamien, en anglais et en français aussi. Quand on touche notre front, quand le front touche le sol, plus ça touche profondément le sang, mieux c'est. C'est-à-dire que c'est un symbole de notre lâcher prise en fait. On lâche tout et on est un avec le courant de vie de nos ancêtres spirituels. Nos ancêtres spirituels sont le Bouddha, les saintes, il y a ceux qui J'ai aussi des ancêtres qui ont de très belles qualités, mais j'ai aussi des ancêtres qui ont beaucoup de souffrance. Et quand je regarde en moi, je vois que j'ai beaucoup de belles choses, mais j'ai aussi des choses sur lesquelles il faut que je travaille un peu, et je fais toujours encore des erreurs. Donc, qui suis-je pour ne pas accepter mes ancêtres ? Donc je vous accepte tous comme mes ancêtres et je m'harmonise avec chacun d'entre vous et je coule dans votre courant de vie. Et ainsi, petit à petit, nous devenons capables de nous réconcilier avec nos ancêtres. Et si nous regardons si nous nous mettons en colère contre notre maître, nos frères, nos sœurs, nos parents, ces touchés de la terre nous aident à nous réconcilier avec eux tous, parce que nos ancêtres contiennent aussi nos parents, nos oncles, nos tantes, mais aussi nos frères et sœurs, parce que toutes ces personnes sont nos ancêtres. Et pour les membres monastiques, c'est la même chose. Ceux qui ont reçu les préceptes avant nous sont nos frères et sœurs. Même si cette personne n'est pas aussi bonne que nous, même s'ils ont beaucoup de manques dans leurs pratiques, ce sont toujours nos frères et nos sœurs. Et il nous faut pratiquer de façon à les accepter. On ne peut pas dire « Oh, cette personne n'a rien de mieux que moi. Pourquoi ce serait mon aîné ?» En fait, c'est la même chose qu'avec nos ancêtres. Dans nos ancêtres, il y a beaucoup de personnes remarquables, mais il y a aussi des personnes dans nos ancêtres qui ont fait beaucoup d'erreurs.
Et ils sont tous nos ancêtres. Et il faut pratiquer de façon à les recevoir et à les accepter. Et pour nos frères, nos sœurs, nos parents, c'est la même chose. On voit qu'ils ont beaucoup de belles choses, mais ils ont aussi des faiblesses. Donc nous savons qu'à l'intérieur de nous, c'est la même chose. À l'intérieur de nous, il y a aussi le bien et le moins bien, le mal. Et ainsi, nous devons pratiquer de façon à accepter nos frères et sœurs. Ne disons pas « Oh, cette personne n'est pas digne de mon respect. Je ne peux pas la regarder comme un aîné parce qu'elle n'est pas mieux que moi. » Il ne faut absolument pas penser comme ça. Ces personnes, nos frères et sœurs, sont nos ancêtres. Nous ne nous comparerons pas. Nos parents sont nos parents, qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont nos parents. Et nos frères et sœurs aînés, qu'ils soient bons ou moins bons, sont toujours nos frères et sœurs. Il faut pratiquer pour apprendre à les accepter. Dans la tradition bouddhiste, monastique, on voit que nous sommes tous des fils et des filles du Bouddha, que quand nous abandonnons notre vie pour entrer dans la communauté et que nous avons été ordonnés, même si nous n'avons pas beaucoup de savoir, même si nous ne pratiquons pas les préceptes, on a toujours été ordonnés avant. Et on ne peut pas dire que nos aînés n'ont pas beaucoup de connaissances sur le bouddhisme. Si on parle de cette façon, c'est qu'on n'a vraiment pas compris le sens de qui sont les ancêtres. Même si cette personne viole les préceptes et fait des erreurs, cette personne est toujours notre frère ou notre sœur aînée. Parce que dans la pratique, ils sont toujours le fils et les filles du Bouddha. Donc il faut pratiquer de façon à les aider. Ce sont toujours notre tante, notre oncle, des membres de la famille, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu beaucoup de conditions pour s'épanouir. Et puis on devrait avoir de la même manière avec nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Ceux qui trouvent que nos frères, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères ne sont pas bien, ces personnes, il faut qu'ils pratiquent le premier toucher de la terre. Il faut confesser avec le Bouddha, il faut voir qu'en nous, il y a des points forts, mais il y a aussi des points faibles. Et donc, de quel droit j'accepte pas mes enfants, j'accepte pas mes jeunes frères et jeunes sœurs quand eux aussi, ils sont des points faibles, quand ils connaissent des hauts et des bas dans leur pratique. Je dois les pratiquer, je dois les accepter, parce que moi aussi, j'ai des points faibles. Donc, on pratique la réconciliation avec les aînés, mais aussi avec nos cadets, nos plus jeunes sœurs et frères ou nos enfants. Et on doit pratiquer les touchés de la terre chaque jour. Nos parents nous ont mis au monde, donc on doit les accepter comme nos parents. On doit les accepter tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs
faiblesses. Parce qu'en nous-mêmes, on a des qualités, mais on a aussi des faiblesses. De même pour notre enseignant, pour notre maître. Si Trey nous a acceptés en tant que disciples, comment on ne doit pas l'accepter comme un maître tel qu'il est? Nos frères et nos sœurs, même s'ils ont des manques, ils ont des manques en termes de connaissances ou de pratique, mais ils sont toujours nos frères et nos sœurs. On doit les accepter. Et c'est le seul moyen pour pouvoir les aider. Donc, ça c'est le bénéfice de ce premier toucher de la terre, notamment quand nous avons des difficultés avec notre maître ou avec nos frères et nos sœurs ou nos parents. Il faut mettre tout son cœur, tout notre être à pratiquer ce premier toucher de la terre tous les soirs. Concernant le deuxième toucher de la terre, en pratiquant ce deuxième toucher de la terre, nous entrons en contact avec tous les vivants, tous les êtres vivants qui sont présents au même moment avec nous. On doit vraiment toucher le front et tous nos membres ont vraiment touché le sol pour lâcher prise notre soi, notre héros, pour pouvoir couler dans le même courant de la vie du moment présent. On peut aussi essayer d'entrer en contact avec les bodhisattvas ou les mahatats. Les mahatats, ça veut dire les grands êtres. Mahasattva, les grands êtres, les bodhisattvas et les grands êtres qui sont présents partout dans le monde, autour de nous, dans ce moment même. Ils sont là, autour de nous. On les appelle les bodhisattvas ou non. C'est juste une appellation. Ils sont quand même des bodhisattvas parce qu'en eux, il y a les éléments de la solidité, il y a les éléments de la liberté, de la compassion. Et ils se présentent partout, ces bodhisattvas. Dans l'organisation Médecins sans frontières, il doit y avoir des bodhisattvas comme ça. Il y a bien des organisations de charité qui sont présentes partout dans le monde, qui offrent leur solidité, leur amour, leur compassion, leur aide pour apaiser la souffrance du monde. Et toutes ces personnes qui travaillent dans ces organisations, ils ont l'élément de la solidité, de l'amour, de compassion en eux. Et ce sont des bodhisattvas. Et avec les éléments de solidité, de paix, ils ne sont pas noyés dans la souffrance qu'ils rencontrent tous les jours dans le travail. Il faut toujours avoir ces éléments de solidité, de paix, d'amour pour ne pas être noyé dans le monde de la souffrance qu'on rencontre tous les jours dans notre travail. Et au sein du village des Pruniers, nous avons des bodhisattvas comme ça. On peut facilement être en contact avec eux.
on essaie de faire un avec eux et bénéficier de leur solidité, de leur paix, de leur compassion. On doit essayer de se mettre un avec eux, prendre refuge en eux pour renforcer ces éléments de solidité en nous. Et ces grands êtres ne sont pas forcément des personnes âgées. Ça doit être une jeune personne, mais on peut voir chez eux les éléments de solidité, de paix dont on a besoin. Donc, en pratiquant le deuxième toucher de la terre, on se met en contact avec ces personnes, ces bodhisattvas, pour pouvoir être en contact avec la solidité, la paix, l'amour qui est émanant d'eux. Après avoir été en contact avec les éléments de solidité, de paix, d'amour des bodhisattvas, on peut commencer à entrer en contact avec la souffrance des autres partout dans le monde, des personnes qui sont dans les situations de guerre, des enfants malnutris, des personnes qui vivent sous la pression, avec l'injustice sociale, des enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, qui doivent travailler, qui ramassent des choses à la poubelle. On doit les voir en eux. Comme le vers que Thaya a fait, on doit nous voir dans la grenouille qui vit tranquillement dans les temps, mais on est aussi le serpent qui mange la grenouille pour se nourrir. Il faut essayer d'entrer en contact avec la souffrance du monde. On doit faire un avec la souffrance des autres. En pratiquant le deuxième toucher, on doit arriver à faire cela. Entrer en contact avec la solidité, la paix et aussi la souffrance. La souffrance du monde, elle n'est pas à l'extérieur de la Sangha, elle est aussi dans la Sangha, avec la vision, avec le regard de pleine conscience, on peut les reconnaître. Quand on peut les reconnaître ça et qu'on peut entrer en contact avec ça, ces personnes qui souffrent peuvent aussi le sentir notre compassion, sentir notre amour pour eux. Le deuxième toucher de la terre nous permet de reconnaître les personnes qui ont la solidité, la paix, et en même temps, ce toucher de la tête nous permet de reconnaître les personnes qui souffrent. Quand on fait partie d'un comité, pour savoir si et qu'on doit décider si cette personne peut rester ou non, il faut utiliser notre cœur. Il faut utiliser notre cœur pour regarder en cette personne. On ne peut pas agir de façon mécanique. On ne peut pas
juste se contenter de dire cette personne n'est pas allée très souvent à la méditation assise et elle a provoqué des difficultés dans la sangha et si on prend une décision en disant que la personne doit quitter la sangha à cause de cette façon, il faut aussi avoir une vision plus large et se demander si cette personne peut aller quelque part. Il y a un ami ou un Modio qui ne pouvait pas arrêter de fumer et le comité des bhikshus lui ont demandé de partir. Mais bien sûr, au village des pruniers, on ne fume pas. Et on ne boit pas d'alcool. Ceux qui boivent et fument ne peuvent pas être acceptés pour faire partie de la sangha. Mais ce sont que des règles. Mais ce n'est pas le dharma. Le dharma consiste à regarder profondément et avec attention pour savoir pourquoi cette personne est comme ça et est-ce qu'on a donné l'occasion à cette personne est-ce qu'on lui a donné 1 ou 2 semaines pour pouvoir arrêter de fumer, est-ce qu'on lui a donné un avertissement et est-ce qu'on lui a dit on t'a laissé 4 semaines pour arrêter de fumer et ainsi on t'a donné l'occasion de le faire et tu n'as pas pu le faire donc on te demande de partir. Est-ce qu'on a vraiment fait tout le nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment essayé d'embrasser cette personne? Alors peut-être si on prend la décision de demander à cette personne de partir, il faut aussi trouver un endroit où cette personne peut aller pour que cette personne ne devienne pas SDF ou comme un fantôme affamé. Il faut que cette personne ait un endroit de refuge parce que sinon on va être responsable de la situation de cette personne. Le jour où cet homme a dû partir du village des pruniers, il a commencé à fumer plus. Nous devons regarder dans la situation des gens qui pratiquent et en comparant cette personne à d'autres, peut-être qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas atteint la voie du milieu et qu'ils ne pratiquent pas très bien, mais il faut regarder d'une autre façon. Essayons de voir, est-ce qu'ils se sont transformés depuis qu'ils sont arrivés au village des pruniers? Si vous voyez qu'il y a une transformation depuis leur arrivée jusqu'à maintenant, il faut prendre une décision à partir de ça. Mais si nous comparons cette personne à d'autres pour prendre une décision pour la vie de cette personne, peut-être que ce n'est pas ok. Il faut voir s'il y a des transformations depuis qu'ils sont là. Il faut se baser sur la transformation des personnes, sur là d'où cette personne vient pour pouvoir prendre une décision juste. De façon à pouvoir leur donner une chance. Et cette décision doit venir de notre compassion. Et cette compassion, comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion? Pour avoir de la compassion, il faut regarder profondément. Et quand on est capable de comprendre, l'amour peut se manifester. Et ça, c'est le deuxième toucher de la terre. On commence à s'harmoniser avec ceux qui ont beaucoup de paix et de solidité. Mais il faut aussi essayer de comprendre ceux qui n'ont pas paix et solidité. Cette façon de regarder peut vraiment faire naître la compassion. Et ces choses, elles peuvent se manifester par votre regard ou vos mains. Et petit à petit, vous pouvez aider cette personne. Aider cette personne, c'est une chose, mais c'est vraiment l'opportunité pour vous de comprendre.
quand nous avons les qualités de compassion et de compréhension, cela va faire naître beaucoup de joie et de bonheur. Nous ne savons pas si cette personne peut recevoir cela, mais le dharma va couler de notre cœur. Et quand c'est ça, nous recevons les bénéfices de notre propre pratique. Et c'est ce qu'on apprend dans les enseignements bouddhistes. Le plus de compassion vous avez, le plus de bonheur vous recevez. Donc dans le troisième toucher, cela recouvre le temps et l'espace. En touchant la terre, vous lâchez prise de l'idée que vous n'êtes que ce corps. En général, on pense que ce corps est moi. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont fait une grève pour avoir le droit d'avorter. Et il y a un groupe de femmes aussi qui essayent aussi de s'opposer à l'avortement et qui disent on ne devrait pas avoir le droit d'avorter. Donc il y a des femmes qui veulent pouvoir avorter, disent ce corps est à moi. J'ai le droit. Je devrais avoir le droit d'utiliser mon corps comme je veux, comme je le désire. Donc il y a des gens qui ont entendu ça, qui se disent oh, c'est juste, c'est correct. Mais en fait, avec la sagesse bouddhiste, ce n'est pas vrai. Ce corps ne nous appartient pas en propre, ce corps appartient aussi à nos ancêtres, à nos parents et à nos descendants, et ce corps appartient à tout l'univers. Nous devons contempler plus profondément ce sujet. Parce que la paix de ce corps est connectée à la paix des autres. Dans le troisième toucher de la terre, on peut voir que ce corps n'est pas nous. Nous ne sommes pas que ce corps. Nous ne sommes pas que ce corps qui est né et qui mourra et qui disparaîtra tel ou tel jour. Dans les sutras, le Bouddha nous a rappelé cela au moins un millier de fois. Cette vérité que ce corps n'est pas moi. Parce que dans le premier toucher de la terre, si on le pratique de tout notre corps, on va pouvoir reconnaître que nos ancêtres sont moi et que nos frères et sœurs, nos parents sont moi, que mes enfants sont moi aussi. Alors pourquoi est-ce que je dirais que ce corps est moi? Je suis plus large que ce que je pense. Donc dans ce toucher de la terre, nous allons nous couler dans le courant de vie de nos ancêtres et de nos descendants. Et ainsi, vous voyez que vous êtes plus large. Et le troisième toucher de la terre continue le premier toucher de la terre. Je touche la terre et je relâche toutes les notions, et tous les aspects, et toutes les pensées que ce corps est moi. Et que je ne suis seulement ce corps. Je lâche prise de cette façon de penser. Je touche la terre et je vois que cette durée de vie, ce n'est pas seulement 70 ans, 80 ans. J'étais là avant d'être née et je continuerai à être là après ma mort. Ma durée de vie est sans limite. Ma durée de vie
n'est pas limité par le temps et l'espace. C'est le troisième toucher de la Terre. Le troisième toucher de la Terre est connecté au premier et au second. Quand nous écoutons, on a l'impression que le troisième toucher de la Terre est difficile à pratiquer. Mais en fait, si vous avez rencontré le succès dans le premier et le deuxième, le troisième n'est que le résultat des deux premiers touchés de la Terre. Donc si nos amis en Allemagne, ils pratiquent avec ce livre de chant et qu'ils pratiquent les trois touchés de la Terre tous les soirs. En fait, au village des prières, on devrait faire pareil, pratiquer les trois touchés de la Terre tous les soirs. Chez Sangha, manger en pleine conscience, c'est une pratique qui nous donne beaucoup de joie. En mangeant, on devra entrer en contact avec la nourriture qui est le fruit de tout l'univers et aussi entrer en contact avec toute la Sangha. La Sangha, c'est notre body, notre corps. Pardon. Nous avons notre corps physique, nous avons aussi notre corps du Dharma et notre corps de la Sangha. La Sangha est aussi un de nos corps. Et quand on mange, on rentre en contact avec la nourriture et aussi la Sangha qui nous entoure. Nous devrons ouvrir le livre du chant pour apprendre à nouveau les gathas. Quand on fait la cœur pour nous servir de la nourriture, on doit aussi pratiquer le gata. Quand on prend le bol en deux mains, on est conscient qu'on a de la chance, on a de quoi manger on a de quoi à manger pour le déjeuner. En respirant et en prenant conscience de cette réalité, ça nous donne déjà beaucoup de joie. Il y a bien des gathas qui nous aident à éveiller notre pleine conscience. Tout ça, on peut le trouver dans le livre Chant du cœur. Il faut les apprendre tous à cœur. Et quand on s'assoit, on s'établit dans le moment présent, on suit la respiration et entrer en contact avec la Sangha, ça nous donne beaucoup de joie. En mangeant, on prend un morceau de carotte, un morceau de haricot vert, on se dit que ça c'est vraiment le fruit de l'univers. On reconnaît que c'est quelque chose qui nous est offert par tout l'univers. Quand on marche, on est conscient qu'on est en train de mâcher. On mâche notre nourriture et non les soucis du passé, et les soucis du futur et les querelles du passé. On s'assit bien là, dans le moment présent, avec la Sangha. Et on offre notre présence à la Sangha. Il faut manger de telle sorte que nous obtiendrons la joie et le bonheur en mangeant. On mange lentement, on marche lentement et on mange pendant au moins 40 minutes pour un repas formel du dimanche. Notre repas devra devenir l'équivalent du médicament. C'est comme un médicament qui nous donne de la paix, de la joie. On mange dans la joie, dans la paix et en nous établissant dans le moment présent. Quand on mange, on peut ouvrir nos yeux, regarder autour de nous, regarder devant nous et avoir conscience que nous sommes entourés par nos frères et nos sœurs. Il n'y a plus de cassette, la cassette est pleine.